Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Evelyne Ménard qui a remporté le prix Art de la scène au dernier Gala des Jardins de la Culture. Elle va nous parler de son parcours, de ses expériences, de son chemin à travers la musique, le filage et le conte. Bonne écoute! Je pense que tu te considères majoritairement comme une conteuse. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, le conte? T'as grandi dans ça ou t'as découvert ça comment? Non, ben pas du tout. Puis en même temps, ça va parler un petit peu des autres nominations là, que je me donne quand je me présente, en fait. Je suis essentiellement conteuse, mais aussi musicienne et fileuse. Donc, moi, j'ai commencé à découvrir les arts grâce à mes parents. J'étais toute petite déjà. Puis j'ai fait tout un parcours de musique classique. OK. Donc, j'ai commencé à jouer de la flûte à bec à 6 ans. J'ai jamais arrêté. Et puis, oui, c'est un très bel instrument que j'adore, oui, qui a plein de... Oui, qui est surprenant pour certains. Et puis, je suis aussi fileuse. Donc ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais l'idée de transformer la fibre pour qu'elle devienne un fil avec un rouet. OK. Donc, voilà. C'est pas tisserand, c'est vraiment fabriquer le fil. Oui, c'est OK. avant le tissage. Wow. Oui. OK. Oui. Donc, je suis conteuse, musicienne et fileuse. Donc, tu as commencé la musique vers la 6e année, c'est ça? Non, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, excuse-moi. À l'âge de 6 ans, c'est encore pire parce que ça te rajoute 6 ans de flûte. Donc, il y a la flûte qui embarque à 6 ans. Et est-ce qu'au secondaire, tu continues en musique aussi? Oui, au secondaire. Ben, en fait, moi, je suis de la Rive-Sud, entre Montréal et Sherbrooke. OK. Un petit village qui s'appelle Saint-Paul d'Abbotsford, OK. où j'ai grandi et mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. OK, donc c'est familial. Donc, OK, on va parler aussi de ça tantôt, ton arrivée dans l'Anaudière. Oui, absolument. Donc, au secondaire, j'ai pu aller en concentration musique à Mont-Saint-Hilaire, OK. à l'école Osias-le-Duc. Donc, j'avais une semaine en musique à l'école, puis c'était pas assez. La fin de semaine, j'avais des cours de groupe de flûte à bec OK. qui étaient associés avec Vincent Dindy. Donc, c'est vraiment, ça l'a habité, là, la musique a complètement habité toute mon enfance puis mon adolescence aussi. Mm-hmm. Puis, je suis allée au cégep. En fait, le seul diplôme que j'ai, c'est un deck en flûte à bec. C'est incroyable quand même. Depuis 6 ans, là, je suis impressionné, vraiment. OK. Oui. Et puis, ben, il y a eu le moment où j'ai découvert la musique traditionnelle. Oui, ça s'est passé comment? Ça s'est passé... en fait, moi, j'étais partie en voyage à 18 ans avec... 5 adresses, un petit calepin avec 5 adresses, un sac à dos, puis un billet ouvert. Fait que ça l'a stressé un petit peu ma mère. Oui, on s'en doute. Je sais pas quand je reviens, tu sais, l'insouciance des 18 ans. C'était avant 2001. Ah oui. Bon, déjà, c'était un peu moins pire à l'époque, probablement. Ah ouais, c'est 97. OK, c'était pas très loin. Okay. C'était quand même plus ouvert. Le monde était comme moins... Depuis 2001, il y a comme eu une espèce d'ambiance de danger là, qui a été mis dans la tête des gens, mais à l'époque, je suppose que tu pouvais partir comme ça de façon insouciante. Voilà. Oui et non. Moi, OK. Je pense qu'il y a vraiment... c'est comme une ouverture qu'il faut avoir d'abord soi-même. Ça, j'avoue que... Qu'on est capable de la voir chez les autres quand on se promène. OK. Puis ça a vraiment été aussi un moteur, dans le fond, de ma vie, parce qu'après, j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai jamais arrêté, sauf... À partir de là. Ouais, sauf les 2 dernières années, ce qui est vraiment étrange. C'est vraiment... Je comprends pas pourquoi. Non, puis, tu sais, il y en a qui sont repartis, moi. Ah, tu veux plus repartir, là, ça a comme, cette envie-là de voyager a comme diminué, là, c'est ça? Un peu, ouais. OK. Ma mère est contente maintenant.
Ah, ça, c'est bon. Non, Donc, là, ça, c'est la conteuse là, qui oui, c'est ça. embarque. Puis, Oui. qu'est-ce que tu as découvert? Tu dis que ça a rapport avec la musique traditionnelle. Oui, en fait, c'est ça. Donc, moi, je jouais de la musique classique depuis tout petite, avec des partitions, des métronomes très carrés. Mhm. Puis, j'étais partie en Europe. J'ai rencontré, en fait, des Polonais. J'ai rencontré des gens d'un peu partout qui me disaient « Ah, ben, je vais faire un petit dessert qui vient de chez nous. Je vais faire un artisanat de la danse, comme du crochet, qui est un modèle qui vient de chez moi. » C'est vraiment des traditions. OK. Puis là, je me suis dit « Mais c'est quoi les miennes? Moi, je le savais pas. » Wow. Puis pourtant, oui, j'en avais. On en a vraiment tous. Mhm. On grandit avec les traditions de notre famille, mais On si les on n'en apprend prend pas pas nécessairement. conscience, Oui, c'est ça. on le sait pas, tu sais. Fait qu'après, j'ai découvert, là, puis je suis retournée, puis beaucoup, là, je suis allée beaucoup vers mes grands-parents. Puis là, j'ai appris, tu sais, comment on faisait la galette de sarrasin dans la famille, tu sais. Puis ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, puis mon père me l'ont fait, tu sais. Mhm. Donc là, trouver ces traditions-là, puis ça fait un petit peu la même chose avec la musique. Fait que moi, je me souviens, je suis passée dans le métro, j'ai croisé des musiciens, puis ça sonnait traditionnel. J'avais une petite idée, mais pas tant. Puis là, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller. Puis je suis tombée sur Alex de Grosbois-Garand, OK. Alexandre qui a des groupes traditionnels Ouais, depuis ouais. toujours. Et puis là, ben, qui m'a emmenée dans le réseau. Puis là, j'ai découvert. Donc, premier événement, c'est à la Grande Rencontre. OK. Et là, c'était incroyable, une révélation parce que non seulement je pouvais jouer avec des musiciens de tous les niveaux. Hein? Oui, Dans un effectivement, jam, dans il y a des jams, les gens, ils jouent, il y en a qui viennent de commencer, d'autres qui jouent depuis longtemps, ou qui viennent d'un autre, tu sais, qui viennent d'Irlande ou tout ça, avec des groupes différents. Oui. Mais tout le monde joue ensemble, ce qui n'est pas le cas en classique, dans le sens qu'il y a une uniformité qu'il faut respecter. OK. Alors qu'en trad, C'est l'inverse complètement. en fait. c'est le plaisir, puis c'est la communauté. Fait que là, c'est ça. Je suis vraiment tombée en amour avec ça. Par ça, j'ai découvert le conte. Puis moi, j'étais en double deck littérature et musique. Puis là, comme le pendant traditionnel un peu de la littérature, c'était les contes. Donc, je suis tombée là-dedans. Je suis arrivée au Dimanche du conte à Montréal, qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine. Wow, OK. Donc, je suis arrivée dans la première année. Donc, ça fera 25 ans que je raconte l'année prochaine. Wow, OK. Et là aussi, là, c'était comme une pépinière de monde qui essayait des affaires, puis on se retrouvait tous les dimanches. Au début, c'était vraiment plus exploratoire, puis au fil des ans, chacun s'est professionnalisé. Puis les dimanches du conte, ça existe encore. Tous les dimanches à Montréal, on peut entendre des spectacles de conte. Puis est-ce que c'est surtout... Toi, tu es là depuis 25 ans. Il Mhm. y a un gros roulement ou c'est beaucoup cette gang-là qui se tient depuis tout ce temps-là? Comment ça fonctionne? Non, en fait, là, on a vraiment chacun a fait son chemin aussi. OK. Et puis maintenant, ben, il y a des conteurs qui viennent de l'étranger. À chaque année, il y a une soirée Nouveau Visage pour ouvrir la porte OK. à ceux que ça intéresse. Donc, vraiment, il y a un roulement. OK. Oui. OK. Puis là, le filage dans tout ça, ça arrive quand? Ça arrive... Et comment? oui! Ben, en fait, pour gagner ma vie en 2001, là, j'étais vraiment entre deux. Puis c'est pas évident là, de gagner sa vie comme artiste. Ouais, ouais. Surtout au début, quand tu te cherches encore, puis que t'as pas que tu sais pas exactement ce que tu veux, puis comment le présenter, puis qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Tu sais, fait que... donc, je me suis mis à organiser un petit peu des événements. Puis j'ai travaillé pour le Festival interculturel du conte de Montréal et aussi pour un organisme qui s'appelait Les Vieux Métiers, les métiers vivants. OK. Ça existe encore à Longueuil. Là. Je pense que ça s'appelle juste Les Vieux Métiers maintenant. Puis on organisait à chaque semaine un marché d'artisans. Et il y avait une fileuse qui était là, donc qui faisait une démonstration pour le filage. Puis là, je disais, oh, wow! Yeah. C'était vraiment beau, le geste, en fait. La transformation aussi, là, on part d'une boule, là, tu sais, c'est comme un nuage. Là, on part de rien, puis on fabrique quelque chose. Fait qu'au début, je me suis acheté juste un petit fuseau, c'est comme une toupie. C'est beaucoup moins... ça prend moins d'espace, c'est moins cher qu'un rouet. J'ai aimé ça. J'ai commencé à faire des formations maître artisan avec Diane Gontier. Donc, j'allais dans les Laurentides pour vivre cette expérience-là puis apprendre. OK. Et puis après, ben, comme je parlais puis que j'avais vraiment de l'entre-gens, ben, je l'ai utilisé avec ce que je connaissais le plus. Puis je me suis mis à faire de l'animation historique, en fait. OK. Donc, sur des lieux historiques, des événements, il y avait le Festival des voyageurs à Terrebonne, il y avait... je travaille encore, d'ailleurs, au musée à la Maison Saint-Gabriel. OK. À chaque année, où je présente.
Tu présentes le métier de fileur. Puis Exactement. Ah oui, OK, Ouais. c'est bien beau. OK. Oui. OK. Puis là, après ça, à partir de... En fait, est-ce que c'est devenu, à un moment donné, clair dans ta tête que tu faisais ça pour gagner ta vie ou ce mélange des trois-là? Comment c'est arrivé ou comment ça s'est poursuivi? Là, tu sors du cégep parce que qu'est-ce qui se passe? Je pars en voyage. OK. C'est après le cégep, le voyage. Non, tu c'est reviens- avant, j'avais pas tout à fait terminé, mais en fait, c'est ça. En sortant du cégep jusqu'aux 2 dernières années, j'allais minimum une fois par année en France. J'ai vraiment j'aime beaucoup découvrir, puis je trouve que les traditions par les contes, ben ça me permettait d'entrer en relation d'une certaine façon avec les pays, avec les gens que je rencontrais un petit peu partout sur ma route. OK. Tu allé faire des festivals de contes à travers le monde, c'est ça? Ben, mon premier contrat vraiment professionnel, à part les dimanches du conte, c'était en Bretagne, ouais. OK. OK. Puis au début, ben, c'était vraiment un mélange entre le voyage, rencontrer des amis, puis des festivals. Puis finalement, ben, maintenant, c'est plus des tournées là, qui sont plus serrées. Puis, ouais, OK, je présente mes histoires. t'as professionnalisé. Même les tournées. Ben oui, C'est pas le ça, choix, à un moment c'est donné. ça. Faut Ouais. que... Donc là, tu t'en vas faire des tournées, Mhm. tu reviens ici. Je repars, je reviens. OK, beaucoup de voyages. Ben oui, oui. OK. Puis c'est surtout, en fait, c'est un mélange de contes et de voyages de découverte personnelle là, pour te nourrir, là, c'est ça? Oui, oui. OK. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, en fait, est-ce que ça suffit à te faire vivre pendant toutes ces années-là? Ça dure combien de temps, tout ça? Ouais, ben, une dizaine d'années, OK. certainement. Puis à travers ça, ben, j'avais des petits contrats là, où je faisais un peu de gestion d'événements. Mhm. Puis ben là, la proportion devenait de plus en plus grande. C'est ce que je voulais aussi, là, pour les spectacles, pour des animations. Plus ça allait, ben, plus je pouvais vivre de mon art. Là. OK. Ouais. OK. Puis là, ben en fait, parlons de la Naudière aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, puis j'ai dit Oui. qu'on en parlerait. Oui. Quand est-ce que tu décides de t'en venir ici? De migrer. Ben oui, de migrer. C'est en 2012. Il y avait un beau projet qui commençait à prendre forme, en fait. Puis c'est vraiment le hasard qui m'a amené ici. En fait, j'étais à Montréal, puis j'avais rencontré c'était au centre jeunesse d'emploi. Et là, il y a quelqu'un qui nous guidait, mais pour les carrières artistiques. Donc, il y avait un endroit où tu pouvais Wow, t'aider. t'es bien puis chanceuse. Wow, c'est le tu sais, fun, ça. c'est ça. Puis, lui, à un moment donné, il m'a dit, ben là, moi, je m'en vais travailler pour créer une maison des contes et légendes à la Valtrie. J'ai dit, ah oui. Est-ce qu'il faut rester à la Valtrie? Alors là, j'ai fait le suivi, en fait. Et oui, j'ai travaillé là, pendant 2-3 années à monter tout le contenu de la maison des contes et légendes à la Valtrie. Oh. Donc, il y avait vraiment... je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un musée sur 2 étages, en fait, où juste le grenier, c'est des personnages de légende, lanaudoises, qui sont mis... Puis ça devient vraiment comme un monde, là. Si tu rentres dans le monde des légendes, c'est vraiment magnifique. OK, OK. Et, mais il n'y avait pas le contenu, tu sais, même la légende, d'où elle vient, c'est quoi la chasse-galerie, ben, c'était vraiment le côté art visuel qui avait été mis de l'avant. OK. Là, moi, j'ai pu travailler là-dessus, j'ai fait de la recherche, je me suis fait accompagner par un ethnologue aussi, puis on a mis du multimédia là-dedans. Oui. Donc, voilà, ça m'a vraiment nourri pendant... Ah non, puis c'est pendant formateur 2-3 en ans. plus. Fait que Oui. pour ton métier, ça t'a stimulé à continuer. Donc, t'as déménagé directement à la Valtrie ou tu étais peut-être plus à côté ou c'était pas bien grave? De toute façon, ça Non, changeait rien. c'était beau Sainte-Marceline. Là. OK, t'étais à Sainte-Marceline, sur le parfait. bord OK. du lac. Puis depuis ce temps-là, t'es dans la Naudière. Exactement. OK, Ouais. parfait. Ouais. Puis parlons du Grand Prix des Jardins. Oui. Comment le projet, en fait, explique-nous un peu c'est quoi le projet qui t'a fait gagner, qui s'appelle Prince Canary. Puis après ça, comment tu y as pensé? Comment tu as développé ce projet-là pour en arriver à sa finalité? Oui, absolument. En fait, comme conteuse, on a toujours un peu un double travail. Il y a un côté où on peut raconter aux adultes. C'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable, que j'aime chercher. On va plus dans des détails plus fins. C'est un beau travail à faire. Mm-hmm. Mais de façon concrète, en tout cas, pour moi, c'est vraiment clair que pour me gagner ma vie, ben il y a tout un côté spectacle pour enfants qu'on n'a pas le choix de faire, en fait. OK. T'sais, dans les écoles, tout ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut en vivre. Oui, je comprends. Mais en même temps, c'est formidable parce que,
tu fais découvrir ton art à des jeunes, puis il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup des conteurs pour enfants. Ben, traditionnels, je parle, là. Ouais. Puis après ça, ben, tu te crées un public aussi. C'est une belle façon d'y arriver, tant mieux. Ouais. Aimes-tu ça? Ah oui, j'adore ça. OK. Par exemple, l'année dernière, j'étais à l'école de mon village. Maintenant, je suis à Saint-Cuthbert. OK. J'ai un peu été dans tous les coins de la Naudière. Là. C'est le fun. Ouais. Et puis, donc, j'avais une résidence. Pendant 10 semaines, j'étais à l'école. Je leur faisais découvrir même les contes traditionnels qui avaient été collectés par quelqu'un du village, en fait, mais en 1940. C'est lui qui a donné beaucoup de contes à Marius Barbeau, là, pour ceux qui connaissent ça. Ouais. Donc, Adélard Lambert, il est né à Saint-Cuthbert. Il est vite parti. Sa famille est partie aux États-Unis, mais lui, après, dans les années 40, il a vraiment collecté sa famille pour qu'il y ait un souvenir de cette tradition-là. C'est formidable. Ça. Il n'était pas ethnologue, mais il sentait qu'il y avait quelque chose d'important, puis il l'a gardé. Fait qu'avec les enfants du village, ils ont entendu les histoires, ils ont entendu des histoires traditionnelles, les histoires d'Adélard, et ils ont pu s'en choisir aussi, chacun une, pour la raconter. Et puis là, ben, je les croise cette année au village, évidemment. La conteuse dans le village. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment agréable. Et puis, il s'ennuie, là. Il s'ennuie de la façon de raconter, tu sais. Ah, ben c'est bien beau. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il t'invite plus souvent à l'école pour aller faire. Oui, ben c'est ça, là, on se retrouve à Noël, tout le village autour des contes, là. Oui. OK. Donc, il y a cette portion-là de contes pour enfants qui prend toujours une belle place dans ma carrière. Oui. Mais comme artiste, parce qu'il y a le côté traditionnel qui est important pour moi, donc de transmission, comme le projet que je viens de vous raconter un peu. Là, donc, c'est la diffusion de notre patrimoine, en quelque sorte, là, que tu... Ben c'est ça, c'est que de le faire découvrir. C'est fou parce que c'est très rare que les gens n'aiment pas ça, que les jeunes n'aiment pas ça non plus. Mm-hmm. Donc, c'est juste qu'on ne le connaît pas, ce répertoire-là. Donc, de le découvrir, puis ensuite de le transmettre. Puis que maintenant, ben là, les jeunes font « Ah, ben moi, j'aime ça. » Donc, s'ils sont plus à l'écoute du répertoire traditionnel, ils ont leur propre histoire qu'ils peuvent raconter s'ils en entendent aussi. Mm-hmm. Donc, ça fait toute une synergie là, que je trouve vraiment, vraiment importante. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Oui. Mais comme artiste, j'aime ça explorer. J'aime ça mélanger des différentes disciplines avec ce que je fais. OK. Donc, en sortant du cégep, j'avais travaillé avec un compositeur en musique contemporaine. On avait fait un conte qui est facile à trouver sur les internets, qui s'appelle Le Diable Fuleur, en tout cas avec de Maxime Goulet. Et puis voilà, donc la musique contemporaine, j'ai travaillé avec une artisane qui fait de la vannerie. Elle m'a fait une grotte à conte. Puis là, les gens pouvaient rentrer. On pouvait être maximum 5. OK. On l'avait présenté à la Maison Lacombe parce qu'il y avait un volet plus art visuel dans ça. OK. Bon, etc. Fait que là, le fait de faire affaire avec ces gens-là puis de t'ouvrir sur différentes disciplines, c'est quelque chose qui te plaît puis que tu t'es dit, là, j'ai besoin d'essayer quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ben on a l'idée, puis là, on la lance, on va chercher des subventions. J'ai eu la chance d'en avoir. OK. Donc, ça a été vraiment mon projet COVID. Oui. À 100%. OK. Donc, au mois de juin, je recevais une réponse positive pour la création de Prince Canary. OK. Donc, j'ai vraiment été appuyée là, dans cette première phase-là par la ville de Lavaltrie, d'ailleurs. Mm-hmm. Et là, ben, à ce moment-là, dans la vie, c'était tellement encourageant, je trouvais, de pouvoir engager des artistes parce que c'était un moment où c'était assez noir. Oui, là, on était tous assez isolés, effectivement. Isolés, puis en sachant pas ce qui allait se passer. Donc, est-ce que je peux continuer mon art? C'était vraiment notre grosse question. Là. Moi, j'ai pu foncer dans ce projet-là, dans Prince Canary. Donc, j'ai travaillé avec une chorégraphe pour travailler sur le mouvement. OK. Donc, chaque personnage... Donc, on va commencer vers le commencement. Vas-y. Le Prince Canary, c'est un conte traditionnel italien qui avait été recueilli par Italo Calvino, donc qui est un auteur, mais qui a aussi été dans les campagnes chercher des contes traditionnels qu'il a mis dans des livres. Puis cette histoire-là, je la trouvais très belle. Puis je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose avec l'histoire de Prince Canary. Et je l'ai fait. Ben oui, t'as eu un peu de temps. J'ai eu un peu de temps.
Le côté... Et chaque personnage, donc le prince, la princesse, mais aussi était incarné physiquement. Puis j'alternais de la parole à incarner physiquement à la manipulation d'objets. OK. Parce que j'ai travaillé aussi avec une origamiste. Et dans Prince Canary, il y a plein de beaux origamis qui sont un petit peu plus grands que de ce qu'on a l'habitude de voir comme origami, mais qui deviennent un peu des marionnettes, mais ils se déplacent pas, là. C'est pas articulé comme des marionnettes, donc... c'est toi qui les bouges, qui les manipule. Exactement, puis... ouais. Donc, je suis allée chercher une équipe aussi avec qui j'avais déjà travaillé au niveau du mime corporel. Donc, c'est la compagnie Tenon Mortaise. Ils font beaucoup, beaucoup de spectacles pour les petits. OK. Pour les enfants, en fait. Et ils ont vraiment... c'est ça. Lui est mime, puis elle est danseuse, puis en fait... Donc, il y a vraiment... au niveau du corps, ils savent ce qui... Un bel ajout pour toi, là, Ils savent ce qui se passe. Oui, donc, c'est ça. Puis tout au niveau professionnel aussi, parce qu'on a eu la chance d'avoir des résidences dans des grandes salles. Donc, en janvier, il y avait la salle, avant que ça ferme, la salle Roland Brunel. OK. On a eu accès à cette salle-là pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir voir aussi si... Sur l'espace de la scène, oui. C'est ça. Est-ce que mon spectacle, moi, comme conteuse, qui est toujours, tu sais, dans des petites scènes devant, tu sais, est-ce que moi, je vais être capable d'être là sur une grande scène? Oui. Wow, ça, c'est bon. Après, tu sais, est-ce que mes marionnettes sont assez grandes pour être vues dans le fond de la salle? Oui, effectivement. La réponse est oui. Bon, c'est le fun. Puis le fait, en fait, c'est un spectacle, c'est pour les petits. 4 à 6 ans, à 8 ans, je leur ajoute une autre histoire dans le décor. OK. Je fais beaucoup appel aux enfants, ils répondent avec moi, puis tout ça. Puis il y a comme vraiment un dosage dans le rythme pour pas qu'ils décrochent, puis en même temps, pour pas qu'ils surréagissent non plus. Oui. Quand on les stimule trop, ça peut être dangereux. C'est ça. Donc là, on a tout travaillé ça comme il faut. Puis le conte aussi, ben pour moi, un conte traditionnel, c'est une assise forte. Hein? C'est vraiment tous les textes, les péripéties qu'il y a là-dedans, c'est éprouvé, c'est vu comme le monde. Donc, tu sais, j'aime pouvoir m'asseoir là-dessus pour pouvoir créer. Okay. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Prince Canary. Puis, dès le départ, mon idée, c'était les évangiles en papier, Claude Lafortune. Ouais. Oui. Donc, dès le départ, moi, j'avais l'idée que j'avais beaucoup aimé cette idée-là de Claude Lafortune qui était de faire apparaître. Donc, au début, sur scène, il y a des boîtes. Et plus ça va, ben plus j'ajoute mes personnages, ils ressortent tout le temps. C'est magique pour tout le monde, mais pour les petits, ça l'est encore plus. Puis d'ailleurs, une anecdote, quand je l'ai faite à Saint-Jean-de-Mata, il y avait un petit gars, mais il était adorable parce que j'avais tellement sorti tout le long du spectacle, mais il y avait des boîtes où il n'y avait rien vu sortir. Donc, il ne me croyait pas qu'il n'y avait rien. Il a fallu qu'il vienne sur scène pour regarder ce qu'il y avait dans les boîtes. C'est d'accord. Il voulait tout voir. Tout voir. Ouais. C'est mignon, pas mal. Ben oui. Puis là, t'as monté ton spectacle, tu t'es fait aider beaucoup par les gens de la région, des gens que tu connaissais déjà ou que tu as découvert grâce à ce projet-là? Non, c'était vraiment une petite équipe avec des gens que je connaissais ou que j'ai croisés aussi pendant le projet, dans le fond. Parce que moi, je savais même pas c'était quoi un directeur technique là, avant de commencer le spectacle. OK. Fait que j'ai demandé à un technicien de la salle Roland Brunel s'il voulait être mon DT. OK. Il a dit oui. Tant mieux. C'est comme ça que ça marche. Puis, même chose pour les éclairages. En fait, on avait fait une résidence au Théâtre du Vieux-Terrebonne aussi. OK. L'éclairagiste avait déjà beaucoup travaillé. Là, il était motivé. Ça, c'est la COVID aussi. C'est ça qu'on cherche aussi, des gens motivés, il n'y a rien de mieux. C'est ça. Okay. Par après, je dis, OK, je t'engage officiellement pour que tu fasses le devis d'éclairage. Puis, c'est super. Oui. Puis là, tu remportes le prix Art de la scène grâce à Prince Canary. Est-ce que ça a eu un impact sur le travail que tu as fait? Est-ce que ça t'a permis de le propulser davantage à travers la province? Bien, je pense que en fait, l'année dernière, il y a vraiment eu une bonne année de diffusion, ce qui m'a sûrement aussi aidé à remporter le prix. OK. Plus un couronnement, en fait. Oui, un peu. OK, ben, c'est bien. Un couronnement du prince, bien vu. C'est bon. Puis là, ben, c'est mon défi, en fait, là, de faire une plus grande diffusion ou de trouver quelqu'un pour le faire aussi, là, parce que c'est limité. Là. Moi, je fais tout toute seule, tout le temps. C'est très lourd, en fait. Puis c'est vraiment pas ce que je suis
Ah non, c'est un emploi un monde en soi, tant que c'est tel. Oui, ça. oui, c'est ça. C'est un monde en Diffuseur. soi, c'est un emploi à temps plein, si on veut. Oui, oui. Donc, je me concentre en fait sur les alliés que je me suis fait au fil des années. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée tu sais, dans 2 maisons de la culture parce que j'étais pendant le Festival interculturel du conte, que j'ai fait aussi, c'est ça, le Festival Petit Bonheur, en fait. C'est vraiment un festival qui est pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, dans ce circuit-là, Prince Canary a toujours sa place. Donc, c'est le mois de mai. Puis, j'avais envie d'aller sur un festival en France au mois de mai. Puis, mon amie, c'est la programmatrice. Puis, je fais comme, ça n'arrivera pas dans les 5 prochaines années. Parce que le Prince Canary, tu sais, c'est ça, ce réseau-là est vraiment partout au Québec. Puis, l'année passée, j'ai juste fait comme Lanaudière puis Montréal. Puis il y en a plein d'autres aussi, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'il roule, il est en vie. Il va toujours être en vie. Oui. Il a même été traduit en espéranto. Ah, c'est-tu vrai? C'est pas moi qui l'ai traduit, mais je l'ai joué en espéranto. En fait, mon premier voyage là, à 18 ans, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Là. Puis j'étais vraiment tête en l'air. Wouhou, bonjour, j'arrive et je veux voyager. Puis au premier endroit où je suis arrivée, il y avait des gens qui parlaient espéranto. Ah oui. Donc, qu'est-ce que c'est l'espéranto? Sinon, une langue utopique qui n'appartient à aucun pays, mais qu'on parle dans pas mal tous les pays dans le monde. Et puis avec ça, ben, je me suis trouvé un petit carnet, en fait, qui s'appelait le Passeporte-à-cerveau, un peu comme le Couchsurfing, où je pouvais aller chez les gens simplement parce que je parlais la langue. Fait que je me suis dépêchée à l'apprendre. Ben, je sais pas, c'est une bonne idée. Et puis, j'ai pu comme ça voyager, mais vraiment partout en Europe. Puis cet été, il y avait à chaque année, il y a un congrès international. Cet été, il était à Montréal. OK. J'ai dit, c'est une bonne occasion. Donc, peut-être que je vais aller jouer au congrès d'espéranto en Italie. Je suis en train de travailler là-dessus à l'été prochain. Donc, c'est ça. Puis, c'est beau parce que c'est utopique puis que ça fonctionne. Ah non, c'est génial. En fait, oui, c'est ça. Les gens sont... On entend souvent qu'on se fait traduire en anglais ou en allemand mais en espéranto, j'avoue que je trouve ça très bien. Puis à part ce projet-là, c'est quoi le futur, dans les projets futurs qui s'en viennent dans ta vie? Ben actuellement, en fait, ça a commencé cet été, puis je vais le poursuivre, en fait, au fil des prochaines années, puis des subventions aussi, puis de ce qui va arriver, puis comment ça va arriver. Mais c'est un projet qui unit justement mon filage avec les contes. OK. Donc, cet été, j'ai appelé au fil de la vie, où là, je commence avec les adolescents, j'appelle ça un fil de vie. Donc, l'idée, cet été, j'étais dans des parcs, en fait, 4 parcs Lanaudois, ou en résidence pendant une semaine, où je filais. Puis là, les gens, ils pouvaient venir voir. Okay. Ils étaient curieux. Je leur montrais c'était quoi. Puis là, je leur disais, ben moi, en échange, je récolte des fils de vie. Donc, si vous avez une anecdote, quelque chose qui vous tient à cœur ou tout ça, ben vous pouvez me le raconter. Puis moi, après, ben je mets ça en parallèle avec des contes de tradition orale. Puis là, j'élargis. Souvent, quand je compte je vais aller dans les contes traditionnels québécois. Mais dans cette démarche-là, j'ouvre, tu sais, je vais chercher des contes japonais, des contes d'un peu partout, qui ont un lien plus ou moins ténu avec ce que les gens m'ont raconté. Tu réussis à trouver une histoire, en fait, ça doit pas être tout le temps, mais souvent? Oui, quand même. Puis des fois, c'est un clin d'œil, des fois, c'est un lieu, des fois, c'est l'action, carrément. J'avais fait ça une première fois pour un projet qui s'appelle « Raconte ton arbre », qui se trouve sur mon Vimeo sur Internet. Et je pense entre autres à un monsieur que j'avais rencontré. J'avais rencontré sa famille à l'île du Pas. Il me parlait du grand-père, en fait. Puis j'ai mêlé cette histoire-là du grand-père avec une histoire qui s'appelle l'histoire du bonhomme misère. Puis c'est tout le rapport avec la mort. C'est ça, donc tu as la vie du grand-père. Et là, à un moment donné, il y a la mort qui vient de visiter. Puis là, lui, il a un arbre magique. Quand la personne qui monte dans l'arbre, les branches se ferment dessus, puis il ne peut plus ressortir. Fait que le monsieur, il enferme la mort parce qu'il ne veut pas mourir. OK. Puis là, il n'y a plus rien non plus qui meurt. Toutes les bébites. Puis tu sais, il y a des gens vraiment malades, des fois, ça fait partie de la vie, la mort. Fait que finalement, il se rend compte que ça n'a pas de bon sens d'avoir fait ça, mais il demande 5 ans
de plus à la mort. OK. Mais là, on rentre dans le conte, tu sais. Fait qu'on parle de l'histoire, tout ça. Fait qu'il y a vraiment une c'est matière intéressant. là-dedans. OK, Ouais. OK. Je commence avec les ados pour faire ça, en fait. C'est encore de mêler mon art aussi avec l'art visuel. Donc, les fils que j'ai faits pendant l'été, je vais travailler avec une tisserande, mais artiste visuelle, pour mettre mes histoires sur du tissage. Oh là Donc, là! tu sais, de transposer l'histoire visuellement, en art visuel. Qu'est-ce qu'on choisit? Quelle matière? Est-ce que, tu sais, mes fils, peut-être qu'on va en prendre 30 cm, peut-être pas, tu sais, mais en tout cas, donc, c'est ça. C'est c'est voilà. super intéressant. Ben écoute, mais merci beaucoup, Evelyne Ménard, Ça fait plaisir. pour cette belle visite. Puis, c'était super intéressant. J'invite les gens à continuer à te suivre. Est-ce qu'il y a... Ton moyen préféré, c'est quoi? J'ai une page Facebook professionnelle. Donc là, c'est vraiment là où toutes les nouveautés, tout ce que je fais est mis dessus. OK. Puis j'ai un site Internet aussi, là, evelyneconte.com.